finir avec les boomers. Space Twitter présenté par Curiosité Classique avec la participation de Lino Vertigo et Jean Lessalles. OK, donc c'est le premier space, à ma connaissance, qu'on fait avec un article, deux articles en fait publiés dans Rage. Le space est enregistré, il va rester disponible sur Twitter pendant au moins 30 jours, puis après ça, on va voir ce qu'on peut faire pour peut-être le pérenniser. Donc, soyez indulgents, c'est le premier space que je fais, puis en plus, c'est comme un space avec deux double entrevues, là. On a un sujet deux sujets en fait qui sont relativement connexes, là, donc le système de retraite en France, puis on va essayer de détendre un peu aussi le système de retraite dans le monde occidental, et évidemment l'impact que ça a sur l'économie, suivi dans le fond, de la génération des boomers, qui sont ceux qui ont mis en place le système de retraite tel qu'on le connaît actuellement. Donc, Lino, c'est toi qui as écrit l'article qui est paru, je pense, en mars dernier sur le système de retraite. Ouais, la Ouais. double folie du système de retraite français, le 10 avril. Peut-être juste nous expliquer un peu c'est quoi la structure du système de retraite français, puis comment est-ce qu'il est instable ou sous-optimal? Oui, bien sûr. Déjà, juste, comment je dois t'appeler? Je t'appelle Curiosité. Comment je dois t'appeler? D'habitude, citoyen, simplement citoyen. Citoyen. C'est bon, je Ok. pense que là, ça devrait fonctionner pour moi. Là, bonjour. Bah, salut Jean. Vous Salut Jean. m'entendez correctement, c'est bon? Ouais. Parfait. Salut Anthony aussi, je vois qu'il est connecté. Donc, oui, alors, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. C'est un peu compliqué. Déjà, j'ai voulu faire cet article sur les retraites parce que personne chez Rage ne l'avait fait, à ma connaissance, et je crois que c'est effectivement le cas. Personne n'avait fait d'article là-dessus, et on était en plein débat, énième débat sur la réforme des retraites, le sempiternel débat qui revient sans arrêt. Je ne sais pas si tu es au courant, citoyen, mais en France, sache-le, nous, on a le droit à cette soupe tous les 4 ans en moyenne. Enfin, moi, j'ai 33 ans et je me suis amusé à compter dans l'article. Il y a eu 8 itérations de ce débat. Et je te parle de vraies itérations, de vrais moments dans la vie politique française où pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne parle que de ça. Le pays tourne autour de ces sujets-là. Il y a les tentatives de réforme avec les gens qui vont dans la rue. Donc c'est vraiment quelque chose qui empoisonne littéralement la vie politique française depuis 30 ans. C'est une longue litanie, ça revient encore et encore et encore. Et moi, je t'avoue que j'en peux plus de ce débat sans arrêt, et quelque chose qui revient aussi souvent, et qui n'est jamais réglé en 30 ans, que ce soit par des régimes de gauche français, enfin centre-gauche, centre-droit, personne n'arrive jamais à trouver de solution, c'est qu'il y a un souci fondamental en fait dans ce système des retraites. Et du coup, là, cette nouvelle itération a été pour moi l'occasion de me pencher une bonne fois pour toutes sur ces questions des retraites, et donc de m'intéresser sur le système des retraites par répartition en France. Et c'est ce qui m'a notamment permis de comprendre pourquoi ces débats revenaient encore et toujours. C'est parce qu'en fait, le système tel qu'il est actuellement est irréformable quasiment, et qu'on est dans une espèce de dérive comme ça, continue depuis des années et des années. Donc, alors, je précise pour toi, citoyen, et puisque toi, t'es québécois, si j'ai bien compris, donc le système de retraite français, ça va pas forcément de soi. Et puis je précise aussi pour les autres Français pour qui ça n'intéresse pas fondamentalement. Mais en France, donc, nous avons un système par répartition. Il y a deux grands systèmes qui existent dans le monde. Il y a deux grands systèmes de retraite, le système par répartition et le système par capitalisation. Après, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont mixtes, qui sont une espèce de mix entre les deux. Et je crois qu'au Canada, c'est ce que vous avez. Et donc, en France, nous, on a un système par répartition comment dirais-je, quasi intégral, en fait.
très rares sont les professions qui ne sont pas dans ce système. Dans l'article, j'en cite quelques-unes, mais c'est des trucs un peu, voilà, c'est les sénateurs, c'est les employés de la Banque de France. C'est des choses bon, quand même extrêmement particulières. L'immense masse des gens sont soumis donc au système par répartition. Et donc le système par répartition signifie que ça fonctionne par prélèvement des cotisations sur le revenu. C'est-à-dire que tous les employés, toutes les personnes qui travaillent en France, toutes les personnes qui ont un revenu ont une partie de ce revenu qui est captée par l'État. Donc une portion du revenu de la population active est donc captée par l'État pour être redistribuée aux personnes retraitées au moment T, au moment actuel. Donc c'est ce que, oui. Immédiatement, directement, sans avoir été investi avant. Non, voilà, c'est ça. Ouais, okay. Oui, oui. Donc tu devines déjà la perte, la perte sèche, parce que cet argent n'est en aucun cas fructifié d'une manière ou d'une autre. C'est tu prends et tu prends aux actifs pour donner aux vieux, voilà, directement. Donc c'est pour redistribuer aux personnes de ce moment T. Et c'est ce qu'on appelle pompeusement la solidarité intergénérationnelle. Donc ça, c'est encore le vocable gauchiste qui essaye d'enjoliver la situation, de te faire passer des vessies pour des lanternes. Mais donc, alors que c'est plutôt du pillage intergénérationnel. Et donc, ces personnes, les actifs, en échange de cet argent qui vont reverser, eux, ils acquièrent des droits sur leur propre retraite via un système de points. Et ces points donneront le droit à l'avenir de pouvoir, eux, profiter à leur tour, quand leur tour viendra, de la cotisation des générations en dessous d'eux qui travailleront. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui, tout à fait. Donc ça, ce système-là a probablement été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas réformé à ce moment-là. Pas exactement. OK. Pas exactement. Alors c'est ça qui est très marrant. Alors je t'avoue que je suis pas rentré dans les détails historiques parce que c'est assez compliqué, mais ce système a été mis en place pendant Vichy, en fait. C'est le maréchal Pétain qui avait pillé les caisses de retraite préexistantes d'avant la Seconde Guerre mondiale pour mettre en place ce système par répartition. Donc c'est quand même assez savoureux que les gauchistes s'accrochent comme ça, bec et ongle, à un système pétiniste, en fait, au final. Il n'y a pas que ce système-là en France. Hein. Le système de cinéma aussi, par exemple, a été mis en place pendant Vichy, le système de financement du cinéma. Il y a tout un tas de choses que les gauchistes adorent, qui ont été mis en place par le maréchal Pétain. Donc c'est assez drôle. Oui, effectivement, c'est assez ironique. Donc, ce système-là, théoriquement, s'il y avait une croissance économique infinie et continue et un accroissement de la population aussi, infini et continu, progressif, théoriquement pourrait fonctionner. Mais ouais. Évidemment, ça n'a pas été le cas depuis, disons, les années 80-90. C'est clairement pas ce qui se passe là. Mais même pour te dire, citoyen, même à l'époque où, enfin, juste pour préciser aussi, c'est Vichy qui l'a mis en place et ça a été consolidé par la suite par les communistes. Mais dès le départ, j'ai plus les textes en tête parce que bon voilà, il y avait une avalanche de tweets, d'informations là pendant toute cette période de débat sur la retraite, mais à un moment donné, il y avait un échange qui était passé sur BFM TV, BFM Business, si je me souviens bien, où ils expliquaient, ils avaient déterré les textes de Vichy, où ils expliquaient que dès cette époque-là, Vichy était, le système de Vichy, les vichistes étaient conscients que ce système de retraite ne pourrait pas forcément durer éternellement et qui était basé sur deux axes, deux piliers, donc l'accroissement des revenus et l'accroissement, consubstantiellement, l'accroissement de la population. L'accroissement l'accroissement de la richesse du pays, du PIB. OK. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on a besoin de croissance pour pouvoir continuer avec un système similaire. Ceci dit, même le système par capitalisation implique un certain rendement sur le retour sur le capital à long terme qui nécessite une croissance. Mais, disons, si on croit à M. Piketty, le retour sur l'investissement du capital est supérieur au retour sur l'investissement juste des salaires, dans le sens que les salaires ne suivent pas l'accroissement des revenus du capital. Donc, évidemment, on risque d'avoir des meilleurs rendements à long terme avec une partie de l'argent si elle est investie dans des compagnies.
Ça m'amène à, j'ai une question, en fait, c'est quoi quel est le pourcentage, dans le fond, qui est prélevé sur un chèque de paye du français moyen et qui va être immédiatement réparti? Voilà, j'ai pas le chiffre moyen. Il me semble que Jean, dans son article, lui, enfin dans le mien, enfin dans le mien en tout cas, le chiffre, je l'ai pas cité parce que c'est comment dire, c'est quelque chose qui est, ça dépend vachement des individus, donc c'est assez difficile de faire une moyenne. Mais Jean, je crois qu'il le cite Ouais, dans son article sur les boomers. ouais, alors en fait, c'est de toute façon tout est fait de manière à ce que ce soit le plus opaque possible pour que justement les gens se rendent pas compte à quel point ils payent une rente aux boomers et ils payent des impôts en France. Du coup, c'est quand même assez compliqué de faire le calcul détaillé. Mais en gros, les charges sociales que tu as sur un salaire français, l'immense majorité, ça part pour les boomers en fait. Parce que la majeure partie de tes charges sociales, ça sert aux cotisations aux retraites. Donc, qui ne sont pas des cotisations, c'est un flux d'argent directement versé aux boomers. Et, euh, et l'assurance maladie. Et comme chacun sait, les frais de santé, bah, ceux qui en ont besoin, ce sont les vieux, les jeunes vont très peu à l'hôpital et toute l'assurance maladie, bah, c'est soigner des vieux, hein, ce qui est mécanique. Et du coup, bah, alors sur un SMIC, tu as 20% de charges sociales, donc c'est quasi 20% qui part aux boomers. Donc le SMIC maintenant, je sais plus, c'est 1500, 1700 euros. Et dès que tu dépasses, le SMIC, en gros, tu es à plus de 50% de charge sur un Et, salaire. et Donc du j'ai un, coup, ça excuse-moi. passe quasi intégralement pour les boomers, mais tout le truc, c'est que c'est caché dans ta feuille, ça ne s'affiche pas dans ta feuille de salaire, puisqu'une partie des charges sociales sont dites patronales, et donc elles sont pas sur ta feuille de salaire, mais par contre, c'est ton patron qui les paye. Mais en réalité, c'est le salarié qui les paye. C'est juste que c'est un tour de passe-passe pour pas que le salarié se rende compte qu'en fait, s'il n'y avait pas toutes ces charges sociales, il serait payé 2 fois plus. Et, et tout ça, ça part quasiment intégralement chez les boomers, quoi. Tout à fait. Et pour te répondre, citoyen, pour compléter ce que dit Jean, moi, j'avais cité un chiffre dans mon article, donc c'est pas un chiffre par personne précisément, c'est vraiment le chiffre global, grosso modo, c'est en 2020, 14,5% du PIB était consacré aux dépenses pour les retraites. Ouais, c'est énorme. Ouais, effectivement, c'est vraiment beaucoup. Pour te C'est, dire, le Canada, de ton pays, du coup, ils sont à 5%. ouais, Voilà. c'est ça. Fait que je vais vous donner dans le fond, un peu pour me mettre les choses dans le contexte, là, dans la Régie des rentes au Québec, on a la Régie des rentes, c'est 5%, à peu près 5,5% l'employeur, 5,5% le travailleur, mais comme Jean le disait, ça vient tout du travailleur, en fait. Fait que disons 11% du revenu qui va aller à la Régie des rentes, mais il y a évidemment un maximum. Donc, à la fin, quand la retraite est prise, la retraite au Canada, les retraités reçoivent beaucoup moins du gouvernement que ce qu'ils reçoivent en Europe et en France. C'est une des critiques qui est faite au système canadien, là, mais c'est vraiment beaucoup moins. Au total, si quelqu'un a cotisé au maximum, ou pas au maximum, c'est, mettons, 20 000 20 à 24 000 par personne. Fait qu'un foyer de 2 personnes, dont 50 000 à la fin au total. C'est correct pour vivre, mais c'est pas énorme non plus. Fait que c'est sûr que les gens vont essayer de prévoyer, on va mettre de l'argent de côté en plus pour leur retraite. Ils peuvent pas simplement se fier à la retraite assurée par le gouvernement. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraites complémentaires par capitalisation, du coup, au Canada. Enfin, et au Québec, a fortiori, du coup. Exact, exact. C'est sûr qu'ils donnent des avantages fiscaux pour mettre de l'argent de côté. Donc, ça implique un report de l'impôt. Donc, il y a une certaine perte pour le gouvernement à cause de ça. Mais en même Mm. temps, ça fait en sorte que le gouvernement n'est pas directement responsable des retraites. Voilà, donc vous avez l'autonomie, quoi, individuelle, plus supérieure à nous, quoi. Ouais, dans un sens, oui. Donc là, je voulais en fait, bon, on comprend que les boomers ne sont pas ceux qui ont mis en place le système, mais en même temps, aujourd'hui, c'est les plus grands bénéficiaires du système. Puis ce que je comprends un peu des deux articles, quand je les regarde côte à côte, c'est qu'en fait, il semble y avoir une coalition boomer, tant les gens à droite qu'à gauche, pour maintenir le statu quo. Jean, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi la mentalité qui est partagée par tous les boomers qui expliquent qu'ils soient capables de se rejoindre sur ces points-là et de défendre leurs intérêts aussi bien
Ce que nous disons, nous, génération Y, les millennials ou même la génération X, n'ont pas été capables de faire jusqu'à maintenant. En fait, je pense que ça s'explique très simplement par uniquement le rapport démographique entre générations, hein. C'est très simple. Les boomers sont les plus nombreux. Quand ils ont été jeunes, ils ont pu mettre en place les mesures qui les favorisaient, puisque d'un seul coup, il y avait une masse de jeunes qui apparaissaient dans la population grâce au baby boom. Puis ensuite, la natalité a chuté. Donc, quand ils sont arrivés au pouvoir, puis qu'ils sont devenus retraités, ils étaient encore une fois la génération la plus nombreuse. Donc, dans un système démocratique ou pseudo-démocratique où, mine de rien, ce sont les masses d'intérêt des individus qui font la politique, bah, c'est très simplement l'intérêt de la génération la plus nombreuse, ces intérêts-là qui sont garantis par le système politique. Et ça se voit très bien. Alors, la France, c'est vraiment le pays, le paradis des boomers. Je pense qu'il n'y a aucun autre pays où il y a un tel déséquilibre, où les actifs et les jeunes sont réduits, moi j'appelle ça de l'esclavage, hein, mais du travail forcé par les boomers. Il n'y a aucun pays où c'est aussi fort. Et, euh, et on peut très bien le voir avec tout ce qui est réforme des retraites. Pas une seule fois, aucun parti politique ne s'est dit, pour garder ce système des retraites, qui est un système pyramidal qui ne fonctionne que s'il y a toujours plus de gens qui rentrent dans le système, or c'est plus le cas, ben pour le conserver, on pourrait peut-être baisser les retraites, le montant des retraites, en particulier des grosses retraites. Et ça, mais alors pas une seule fois, ça a été dans le débat public. Et quand quelqu'un a osé parler de ça, c'était limite s'il n'était pas accusé d'hérésie. Parce que les boomers, en fait, ce sont ceux qui votent, hein. Plus on est vieux, plus le taux de participation aux élections est élevé. Et ceux qui font les élections, en France, mais plus globalement dans l'Occident, ce sont les boomers, ce sont les retraités. Et si vous voulez, une fois qu'on devient vieux, on veut plus de risques. Parce que notre vie est déjà faite et le risque, c'est de voir sa richesse et sa rente se faire détruire. Alors que quand on est jeune, le risque, c'est aussi une potentielle opportunité. Donc, on veut changer le système. Et à l'inverse, quand on est vieux, on veut que surtout rien ne bouge parce qu'il nous reste 10 ans, 20 ans à vivre. Et donc, on veut que notre rente actuelle se pérennise jusqu'à notre mort. Et à partir du moment où c'est cette génération-là qui est la plus nombreuse et qui a le pouvoir, eh bien, elle va tout faire pour scléroser intégralement le système politique pour que rien ne bouge et que tout soit mis en place pour que, quoi qu'il en coûte, les retraites soient payées. Et en France, ben, c'est le seul pays où le niveau de vie des retraités est au-dessus du niveau des actifs. Ce qui n'a probablement jamais existé dans l'histoire de l'humanité récente des 1000 dernières années, en fait. Et c'est pareil à gauche et à droite. C'est-à-dire que Macron, ou Trudeau aussi, ou tous ces politiciens en fait centristes, c'est vraiment l'alliance des boomers de gauche et de droite pour conserver le statu quo et que les retraites alors il n'y a pas que les retraites, hein, il y a aussi tout le système de la bulle immobilière, la bulle des actifs financiers, la politique monétaire, etc. On va peut-être en parler plus tard, mais que tout le système politique, financier, philosophique, etc., que les boomers veulent conserver, bah, ces mecs-là, ils sont là pour que ça, surtout, ça ne bouge pas. Ils veulent pas faire de vague à gauche, pas faire de vague à droite, aucune réforme, rien. Et on peut très bien le voir, hein, un mec comme Macron, il n'a strictement rien fait. C'est-à-dire que il a eu un quinquennat et là, il va commencer le deuxième. Et pendant ces 2 quinquennats, il n'aura rien fait. Et Hollande, c'est exactement pareil. Sarkozy, c'est exactement pareil en France. C'est-à-dire que le but, c'est juste rien ne bouge pour que les retraites soient payées. Et peu importe s'il faut endetter le pays, peu importe s'il faut mettre des impôts faramineux qui vont ruiner l'économie, ruiner les jeunes, peu importe s'il faut mettre en place une politique monétaire qui fait exploser les prix des actifs et qui ruine les jeunes actifs, le but, c'est la rente des boomers doit être conservée. Et il ne faut pas se dire que c'est parce que, alors dans mon article, je charge les boomers en disant que c'est une génération maudite, etc. Mais c'est aussi pour un peu un défouloir. Mais en réalité, c'est juste parce que
il y a un rapport de force démographique et c'est tout. Chaque génération défend ses intérêts et il y a une génération qui est plus nombreuse que les autres. Et en plus, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que autoréalisateur, c'est-à-dire que les jeunes savent qu'ils sont moins nombreux. Ils savent qu'ils peuvent rien faire. Et donc, ils votent plus. Et donc, ils s'intéressent plus parce qu'ils savent que le système, alors, ils sont pas forcément conscients que c'est les boomers qui les vampirisent, mais ils sentent que quoi qu'ils fassent, ils pourront rien faire et ils vont se faire baiser. Et donc, ils se retirent du jeu politique, ce qui fait que ça donne encore plus de poids aux vieilles générations pour continuer à sucer le sang des jeunes et à laisser tout le système économique, politique, etc. péricliter en n'en ayant rien à faire, puisque de toute façon, si tout s'effondre, on peut toujours acheter un petit peu plus de temps, on peut toujours acheter 10 ans de plus pour que les derniers boomers finissent de mourir. Tu vois. Oui, c'est ça, donc, exact. C'est ça. Et c'est le but du jeu, c'est à chaque fois acheter 1 année de plus, 2 années de plus, 3 années de plus, avec une toute petite réforme, avec un peu plus de dettes, avec un petit ajustement. Ah, les jeunes vont travailler 2 ans de plus pour que les boomers puissent encore avoir leur retraite géante, etc. Jusqu'à ce que il y ait plus de boomers. Et quand il y aura plus de boomers, là, je pense que d'un seul coup, le système pètera, puisque de toute façon, à un moment donné, ça peut pas continuer éternellement. Non. C'est ça. Vos 2 articles m'ont permis de comprendre un peu mieux pourquoi il y avait autant de gens, disons, d'âge mûr, disons 45 à 50 ans, qui manifestaient dans les Gilets jaunes quand il était question d'augmenter l'âge de la retraite. D'un point de vue nord-américain, nous, l'âge de la retraite, c'est 65, mais il y a beaucoup de gens qui retardent, en fait, pour des raisons financières, parce qu'ils n'arrivent pas à se payer la retraite avant. Fait que c'est sûr que d'un point de vue nord-américain, on voit ça, puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils refusent de juste repousser de 2 ans? Mais en fait, c'est parce que ces gens-là sentent qu'ils ont payé dans un système pendant des années, puis que si ils arrivent au moment où est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir en bénéficier, mais que là, on leur dit non, c'est pas le temps. Fait en plus, les générations plus jeunes sont comme cooptées par le système pour le maintenir en place parce qu'elles ont payé dedans. Là. Il y a ça aussi qui fait en sorte que c'est vraiment plus difficile à réformer qu'autrement. Il y a vraiment le mythe de toi aussi, quand tu accéderas à la retraite, tu feras partie des rentiers, en fait. et donc, pour le jeune, c'est de se dire, celui qui a 45 ans, il se dit, voilà, moi, je vais bientôt pouvoir accéder à ce Graal qui est que les jeunes vont travailler pour moi. Donc, si on me retarde de 2 ans, c'est pas possible. Et en plus, tout le monde sait que de toute façon, c'est un système pyramidal. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'une chaîne de Ponzi fait par Madoff. C'est que à partir du moment où vous avez de moins en moins d'entrants dans le système, c'est-à-dire de jeunes, le système ne peut que s'effondrer. Et du coup, en réalité, dans un système pyramidal, la génération qui gagne tout, c'est la première génération. C'est celle qui a bénéficié de la retraite alors qu'elle n'a jamais cotisé. Et au milieu, vous avez les boomers qui, eux, ont cotisé très peu, mais reçoivent énormément. Et ensuite, il y a les générations suivantes qui, elles, ont cotisé comme des maboules en payant des taxes gigantesques. Et ceux qui ont 40, 45 ans, ils se disent, mais attends, moi, est-ce que ma génération, elle va avoir la retraite ou pas, tu vois? Un mec qui a 30 ans, il sait que c'est fini. Il sait que lui, il cotise à perte. Il sait que de toute façon, il n'aura pas de retraite. C'est foutu pour foutu. Donc, quelque part, il sait qu'il brûle du cash et du coup, il se révolte un peu moins. Mais le mec qui a 45, 50 ans, il se dit, putain, moi, je suis à deux doigts d'atteindre le Graal, d'avoir mon statut de rentier et de pouvoir vivre sans rien faire avec les jeunes qui bossent pour moi. Mais peut-être que ça va péter avant. Et du coup, ce mec-là, il est prêt à tout cramer pour que le système des retraites soit conservé. Et parce que tous les mecs qui manifestent en France, c'est pas pour détruire le système des retraites complètement hallucinant qu'est le système par répartition. C'est au contraire, c'est pour le garder. Pour le prolonger. C'est pour le prolonger, ouais. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est on veut pas le prolonger comme ça. On veut le prolonger en volant plus d'impôts à d'autres gars, tu vois. Ou ils veulent surtout pas changer ce système parce que eux, ils ont déjà cotisé pendant une majeure partie de leur vie, donc ils veulent pas y mettre fin. Si je puis me permettre, vas-y. Juste pour compléter ce qu'a dit Jean, et pour revenir à la question qui était initialement les ressorts psychologiques du système des retraites, il y a effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont vachement souterrains en fait dans la psyché des gens vis-à-vis des retraites. Et c'était le Jérôme Sainte-Marie qui est une des têtes pensantes du Rassemblement national qui a fait un entretien chez Livre Noir il y a pas longtemps. C'est un ancien sondeur, enfin voilà, quelqu'un qui connaît bien la sociologie, les masses françaises, qui expliquait que
il y a quelque chose d'extrêmement particulier chez les retraités, c'est que ils ont constaté que les gens, même si toute leur vie ils ont été des colossales communistes, tu vois, des cégétistes, et ben du jour au lendemain, à partir du moment où ils deviennent retraités, leur mindset change complètement et ils deviennent des boomers mentaux, tu vois. C'est faire travailler les jeunes, les 35 heures, c'est pas assez, les jeunes, c'est des feignasses. Il y a tout un tas de ressorts psychologiques qui se débloquent, mécaniquement, ils ont une mentalité de rentier qui rentre dans leur esprit de manière assez profonde et apparemment, c'est assez systématique. Et il y a aussi tout ce qui est souterrain au niveau des jeunes générations qui, effectivement, tout le monde sait, enfin, moi j'ai 33 ans, les gens autour de moi, on sait tous qu'on va pas cotiser, tu vois. Et qu'on cotise pour rien, on dit tous un peu machinalement, ah, nous, on n'aura pas de retraite. On le sait, on l'a intégré. Pourtant, malgré tout, il y a toute une jeunesse, toute une génération, notamment à gauche, qui s'est mobilisée pour défendre ce système de retraite qui les pille. Donc là encore, il y a quelque chose qui est pas digéré, pas compris. Et c'est pour ça, notamment, que moi j'ai écrit cet article, c'est pour juste lever le brouillard qu'il y a autour de ces questions, essayer de diffuser l'information. J'ai pris des notes hein, sur Jean, comme il a un peu parlé, je complète. Euh, on disait les retraités vivent mieux que les jeunes. Oui, effectivement, il y a un rapport du corps que j'ai épluché où j'ai trouvé ce chiffre totalement qui est fou en fait, qui n'a aucun sens, qui normalement, si vous êtes normalement constitué, vous devez avoir envie de tout détruire. C'est que prenons l'ensemble de la population, prenons le niveau de vie moyen, on le met à 100, on le met sur une échelle et ça fait 100%. Les retraités, ils ont une qualité de vie qui oscille au cours des 20 dernières années entre 103% et 105% de qualité de vie. Donc, les retraités ont une meilleure qualité de vie que les actifs. Rendez-vous compte. Quelqu'un qui travaille doit sacrifier sa qualité de vie pour quelqu'un qui ne travaille plus et qui a une meilleure qualité de vie que lui. C'est quand même, ça n'a aucun putain de sens. Les actifs, c'est ceux qui sont jeunes, c'est ceux qui doivent construire leur vie, construire le pays, qui ont des familles à fonder, et ils donnent leur argent à des gens qui ont la vie derrière eux. Je ne dis pas que les retraités doivent crever dans la misère, mais ils doivent pas avoir. Quelqu'un qui travaille doit avoir une meilleure qualité de vie que quelqu'un qui ne travaille pas. C'est le bon sens même, c'est un pays à l'endroit. Euh, et donc, Juste peut-être pour ajouter en termes de chiffres aussi hallucinants comme ça, c'est que un boomer qui a cotisé 1 € dans le système de répartition français, il récupère en moyenne 2 € à la retraite. Alors bien sûr, il y a l'inflation, donc son taux de rendement total n'est pas de 100%, mais il a un taux de rendement, alors qui est bien inférieur à celui du capital, mais il a un taux de rendement positif. Pour 1 € cotisé, il reçoit 2 €. Aujourd'hui, un actif de 30 ans qui cotise, les projections, c'est qu'il va recevoir moins de 1 €. Donc il sait déjà qu'il perd de l'argent. Mais le pire dans tout ça, c'est que les projections qui sont faites pour le niveau des retraites des des actifs d'aujourd'hui, toutes les hypothèses sont absolument hallucinantes. C'est-à-dire que c'est des trucs du style, ouais, on va avoir 3% de croissance par an pendant Non, mais les ça 30 n'arrivera prochaines années. Impossible. Et puis, l'État français va plus faire de déficit. Et puis, on va avoir une croissance démographique gigantesque. Enfin, c'est des trucs qui sont d'une stupidité abyssale. Donc, même avec des hypothèses complètement malhonnêtes et suroptimistes, les actifs d'aujourd'hui savent ils vont pas recevoir ce qu'ils auront mis dans le système. Et la réalité, c'est qu'avec toute la dette que les boomers ont mis sur l'État français, il y a une chance non négligeable que ça se passe comme la Grèce, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous dit maintenant les retraites, c'est divisé par 2, boum. Ou ouais. pire que ça. Là, j'ai une question parce que j'ai quand même eu la chance de voyager beaucoup en France, puis les Français me semblent relativement respectueux des normes, des lois en général. OK? Mais quand on dit à quelqu'un qui a 30 ans, tu vas cotiser pendant 30 ans, mais tu ne reverras pas la couleur de cet argent-là,
A priori, connaissant la race humaine, je me dis, il y a des gens qui vont décider de rentrer dans l'économie, tu sais, au noir, où ils vont commencer à faire de la fraude, ils vont pas déclarer leurs revenus, comme c'est le cas en Italie du Sud, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Qu'est-ce qui empêche le français moyen aujourd'hui de juste dire, tu sais quoi, l'économie officielle, je débarque, je vais me faire payer au noir, puis le marché irrégulier, entre guillemets, là, c'est Ah vraiment... ouais, non, mais en France, t'as ça partout, hein. Si tu veux faire des des travaux, par exemple, je sais pas, tu veux faire repeindre ton appartement, tu veux faire des travaux, tu veux une femme de ménage, ce que tu veux, t'as toujours deux prix, hein. T'as le prix si c'est déclaré et le prix si c'est pas déclaré. C'est simple. Si le prix Après, c'est déclaré, on va te demander deux fois le prix. C'est-à-dire les impôts, c'est simple, hein. On va te dire soit après, tu payes 2 euros, soit tu payes 1 euro au black. Et tout le monde, moi, à chaque fois, on m'a toujours donné les deux prix et si t'en parles avec n'importe quel artisan, n'importe quelle personne qui travaille pour elle, bah, c'est obvious que, y a un prix avec les impôts et un prix au black, quoi. Après, pour comment dire, contrebalancer ce que dit Jean, c'est effectivement le cas, sachant que tu ne peux pas aller non plus dans le full black. C'est pas possible en France, puisque on a un État qui est extrêmement puissant pour la levée de l'impôt. Ils savent tout. Le fisc est vraiment très, 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 très performant en France. Donc, quelqu'un qui irait à fond dans cette direction, à faire tout au black et tout en permanence, à un moment donné, il va se faire choper, il va se prendre un redressement fiscal du démon. Et du coup, ça fait peur. La peur de la répression fiscale, c'est quelque chose qui existe réellement en France et qui tempère tout ça en fait et qui maintient quelque part ce système aussi en place. Ouais, effectivement, la France, c'est quand même un État à l'origine dynastique qui est mature depuis très longtemps, sa capacité à lever les impôts et fait l'envie de beaucoup d'autres États là, à travers le On monde. est champion du monde dans Oui, la levée d'impôts. tout à fait. Pour une fois qu'on est champion sur quelque chose, Non, mais malheureusement, c'est sur ça, quoi. ça requiert quand même une organisation bureaucratique importante, là. Est-ce que les Ah oui, oui. crypto-monnaies ont changé quelque chose ou pourraient changer quelque chose à moyen ou à long terme pour ça? Franchement, je crois pas, hein. Moi, j'ai de la crypto, mais c'est quand même quelque chose d'un peu vraiment de niche, quelque chose d'un peu de geek. Et la crypto, tu sais que si tu la déclares, l'État prend 33% sur les bénéfices, l'État français. Oui, bah oui, c'est la même chose ici. Alors, sachant que l'État, pendant des années et des années, a totalement découragé l'investissement dans les crypto-monnaies, tu prends le risque, c'est toi-même de ton initiative contre l'État, mais l'État va quand même prendre les 33% s'il y a du bénéfice, quoi. C'est magique, hein. Ouais. Les gars, faut aller en Suisse, hein. En Suisse, l'impôt sur la plus-value, c'est assez simple, hein. C'est zéro. Ah bon, OK. Bon, ben ça, Ouais, c'est un bon. problème. Disons, là, on parle de la France jusqu'à maintenant, mais en effet, tu sais, le problème de la dette de l'État en général, c'est un problème occidental, mais c'est un problème mondial, là. Il y a le Mexique, l'Argentine, le Brésil. En Amérique en général, on a eu beaucoup de default, là, de défauts de paiement dans les 20 dernières années. Les options disponibles au gouvernement, disons, français, mais aussi québécois, parce qu'il faut dire que la pyramide démographique du Québec est pas si reluisante que ça. On a la même situation qu'en France, parce que les baby boomers ont pas eu beaucoup d'enfants, contrairement aux États-Unis où, au retour de la guerre, même la génération qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, ont quand même eu deux, trois enfants. Fait que leur déficit démographique commence maintenant à se faire sentir, tandis que nous, ça fait au moins 10, 15 ans, 20 ans qui est présent, comme en France. Et puis les États-Unis, ils ont une capacité d'attraction de l'immigration qui est autre chose que la France et même le Canada. C'est que pendant des années et des années, eux, ils ont réussi à capter les meilleurs éléments du monde entier, des éléments productifs qui donc permettent à l'économie de tenir. Nous, on a essayé de faire pareil, mais on n'est pas les États-Unis. La qualité des personnes qui rentrent dans notre pays n'est pas la même. Ouais, ouais. Le système de points du Canada fonctionne quand même bien. Là, ici, maintenant, le problème, c'est juste un problème de nombre. Le, le, le nombre est juste trop important, puis ça crée de l'inflation massive, surtout pour les logements. Mais je vais revenir, disons, aux options qui sont disponibles au gouvernement. Donc, les options, c'est de continuer à s'endetter, d'augmenter les cotisations. Je pense que c'est dans un des articles, de baisser Ouais, les c'est le mien. pensions, ce qui revient à faire défaut sur la dette parce que les pensions sont considérées comme une promesse là, à long terme, et d'augmenter l'âge de la retraite.
je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre option que ça parce que ni le Québec ni Si, la France, c'est quoi l'autre option? bah, il y en a une cinquième, mais c'est la fameuse option qu'expliquait en filigrane Jean, celle qui n'est jamais évoquée, c'est le changement de système. C'est d'arrêter, c'est de changer les règles du jeu, en fait, tout simplement, de passer de la comment ça s'appelle de la répartition à la capitalisation. Et juste pour te Mhm. dire, citoyen, il faut que tu saches qu'en France, personne personne dans le champ politique ne défend cela. Personne. De la France insoumise, en passant par les Verts, le PS, la République en marche, les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national, ils sont tous pour augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc c'est le troisième choix que tu disais. Ils sont pas pour le cinquième choix qui est de changer les règles du jeu. Là, il y a Mhm. à une exception, il y en a un seul qui est David Lisnard, qui est, je sais pas si tu connais, c'est le maire de Cannes, c'est le mec, il a un peu de tendance dans les milieux libéraux en France. Et lui, c'est le seul qui parle depuis relativement longtemps de l'idée de mettre un mix, d'introduire juste un mix entre répartition et capitalisation. C'est le seul. Donc, en gros, il y a une personne. Il y a eu deux, trois propositions à la va-vite des républicains là, pendant cette phase où en gros ils disent on va commander un rapport pour voir ce qu'on pourrait faire avec la capitalisation, mais ça va pas plus loin que ça. Donc en France, il y a rien. Même Zemmour, il était soi-disant très libéraux, il était pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et donc ce qui est délirant dans ce pays, c'est que tu as des gens à gauche qui crient à l'ultralibéralisme alors que toute la classe politique, 99,9% de la classe politique défend ce système de répartition de type socio-communiste, quoi. C'est complètement Ouais, fou. ouais, mais c'est normal, encore une fois. Hein, ce sont les retraités qui votent, qui ont un taux de participation aux élections gigantesque, et les jeunes qui ne votent pas. Donc, si vous commencez à attaquer les retraites, bah, en fait, vous signez votre arrêt de mort politique et vous C'est serez les élu faiseurs nulle de part. rois. Et exactement, et vous serez mort. Parce que la solution à ce système-là, elle est assez simple. Hein. C'est vous baissez le niveau des retraites actuelles, surtout les grosses retraites, et vous ne baissez pas ou très peu les cotisations des jeunes, mais les jeunes, au lieu de tout cotiser dans la répartition, bah, en fait, ils cotiseraient une partie répartition pour continuer à payer les retraites moins élevées des vieux, et ils cotiseraient pour eux-mêmes en capitalisation, sachant que la capitalisation a un rendement infiniment supérieur à la répartition. Et Ouais. donc, à la fin du compte, ils auraient quand même une retraite convenable, tout en sortant petit à petit du système par répartition. Mais le problème, c'est que quand vous commencez à parler de capitalisation en France, là, d'un seul coup, c'est oh là là, mon Dieu, mais c'est hyper risqué. Vous pouvez tout perdre sur les marchés financiers, etc., etc. Ce qui est Là, faux, hein. ce qui est faux parce qu'en réalité, même si vous investissez dans le produit le plus risqué que sont les actions, à 30 ans, en fait, historiquement, même avec les deux guerres mondiales, etc., vous perdez pas d'argent. Tout simplement parce que bah, être investi dans les actions, c'est quoi? C'est être investi dans sa propre économie, récupérer le rendement du capital. Et en fait, si sur 30 ans, vous n'avez pas fait d'argent, ça veut dire que votre pays il a disparu, tout simplement. Vous êtes mort. Ouais, Donc, non, absolument. Mais donc, euh, en plus, ça donne une capacité d'action très importante à un gouvernement national, de lui donner une caisse de dépôt, c'est essentiellement un fonds souverain. Maintenant, c'est sûr que on pourrait bah oui, faire ça des... donne du capital pour investir pour les entreprises du Exact. pays. C'est-à-dire Oui. elles peuvent se développer, innover, etc. Alors qu'en France, il n'y On a l'a pas pas. d'épargne. Donc les entreprises ne peuvent pas se financer. Elles se financent auprès de qui? Bah, des fonds de pension américains. C'est ça. Voilà. Et, C'est ça. et Fait c'est qu'on là, pense à la et c'est Norvège, un là, fonds souverain, Saudi Aramco, un fonds souverain, Teachers en Ontario, c'est un gros fonds souverain, essentiellement de pension des enseignants, la caisse de dépôt, de placement. Donc, il y a des gros avantages à avoir beaucoup de capital rassemblé au même endroit, puis dirigé pour des rendements, mais aussi pour des fins plus nationalistes. Et la farce, et c'est que du coup, qui touche les rendements du capital
des super entreprises françaises comme LVMH, Hermès, Total, Air Liquide, etc. Eh ben, ce sont les retraités étrangers. Les retraités français n'en bénéficient pas puisqu'ils ont le système par répartition, alors qu'ils auraient un super rendement si ils étaient en capitalisation. Mais comme les Français, en fait, sont habitués à ce que ce soit l'État qui gère tout et ont une éducation financière vraiment extrêmement mauvaise. Moi, j'ai vécu à Londres, par exemple, les Anglais, même le mec de base, il sait ce que c'est qu'une action, une obligation, il investit, etc. En France, c'est un gros mot. Le seul truc que les gens connaissent, c'est le livret A. Donc, quand vous leur parlez de capitalisation, c'est pas possible. En fait, c'est vous allez donner l'économie à BlackRock ou je sais pas quelle connerie. Et du coup, en fait, il se prive en fait d'une richesse gigantesque finalement. En France, on a le cerveau littéralement lavé par le socialisme, du berceau jusqu'au tombeau. Et une des raisons, justement, pourquoi on a autant lavé cerveau par le socialisme, moi j'en vois deux principalement, c'est l'assurance maladie française, qui, pareil, est un système par répartition, et le système des retraites. C'est les deux fondements du socialo-communisme français. Et donc, on pourrait compter, en fait, les désavantages du système par répartition. En fait, il est pas simple, il est double, il est triple, il est quadruple. Il y a déjà, c'est un rendement pourri, ça handicape l'investissement français, comme vient de l'expliquer Jean. Ça met des idées socialistes de merde dans le cerveau des Français, et on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. En fait, il y a quasiment que il y a vraiment que des effets négatifs à ce système. C'est pour ça qu'il faut urgemment le détruire, quoi. OK. Mais ce qui est, Là, on ce va qui est, ouvrir un peu je vais ouvrir un peu disons, le scope du débat pour parler aussi juste en général de l'attitude des boomers. C'est Jean, donc s'il fallait que je résume l'attitude du boomer moyen après avoir lu ton article, par juste une phrase, ça serait de dire qu'ils vont toujours donner priorité au présent par rapport au futur. S'il fallait que je le résume de la façon la plus simple possible. Oui, c'est la préférence, c'est la préférence pour le présent, c'est la préférence à consommer maintenant plutôt qu'investir pour avoir plus tard. Mais comme je l'ai dit au tout début de cette discussion, en fait, c'est assez logique, hein. Plus on vieillit et plus on a une préférence pour le présent naturel, puisque on peut pas se projeter à long terme, puisqu'à long terme, on est mort. Quand il nous reste plus que 10 ou 20 ans à vivre, on se lance pas dans des projets dont le retour sur investissement va être de 30 ans, tout simplement. Et donc, du coup, quand vous avez une masse de gens, la génération la plus nombreuse qui est celle des boomers et des retraités, et mécaniquement, cette préférence dans le présent, elle va se retrouver absolument partout, dans toute la société, au point de vue économique, politique, philosophique, éducatif, même sur l'immigration, dans absolument toutes les facettes de la société, puisque tout ce qu'il faut, c'est dès qu'il y a un problème dans la société, on met une rustine pour acheter 5-10 ans de plus pour que la société ne s'effondre pas, mais on ne résout pas les problèmes profonds, parce que s'attaquer aux problèmes profonds, c'est prendre le risque de changement drastique ou même d'échec. Quand on fait une politique de changement profond de la société pour l'améliorer, cette politique, elle peut très bien échouer, ça peut être une erreur. Et donc, il faut surtout tout verrouiller, ne rien changer, parce que comme ça, on ne fait pas d'erreur. C'est l'aversion au risque absolument illimitée. Et le Covid, par exemple, c'est vraiment un exemple génial. C'est-à-dire que quand on regardait les statistiques, moi je me souviens, une semaine après le début de l'épidémie, etc., on commençait à avoir les chiffres en Chine des morts. Et là, je regarde la moyenne d'âge des morts, je fais, c'est plus de 80 ans la moyenne d'âge des morts. Donc, ce virus, il va pas tuer tout le monde du tout. C'est pas du tout un virus, c'est pas du tout la nouvelle peste noire, etc. Et donc, il n'y a pas de quoi s'affoler, il suffit de confiner les vieux et tout se passera bien. Et est-ce que c'est la solution qui a été prise? Absolument pas. Ça a été de confiner tout le monde pour, encore une fois, je pense même pas sauver les boomers. C'est juste que
la philosophie boomer a tellement imprégné toutes les strates de la société que du coup, on a une aversion au risque maximale. Et donc, dès qu'il y a un tout petit problème, eh bien, l'État doit intervenir dans des proportions gigantesques pour supprimer ce petit problème et mettre une rustine. Mais on ne résout pas le problème parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on a tout confiné? C'est parce que le système de l'hôpital public, de tout un tas d'États, en particulier la France, mais d'autres aussi, est déjà au bord de l'agonie et que le Covid aurait emmené plus de gens dans les hôpitaux. Et en fait, ça aurait révélé le poteau rose que notre hôpital est exsangue et qu'on aurait dû laisser des gens mourir sur le côté parce qu'on n'a tout simplement pas de personnel hospitalier et que l'hôpital est très mal géré. Et donc, du coup, au lieu de se dire on va réformer l'hôpital, on va faire des changements profonds, parce que peut-être que quand il y a 50% de personnel administratif dans les hôpitaux, peut-être que c'est pas très intelligent et qu'on ferait mieux de recruter des médecins, des infirmières, plutôt que des mecs qui grattent du papier. Ça, non, ça, personne n'en parle. On nous dit juste, il faut tout confiner et on a mis la rustine sur le Covid. Mais s'il y a une prochaine pandémie, on n'aura pas résolu le problème. Et c'est comme ça pour 100% des sujets, puisque, comme l'a dit très bien Lino, c'est que la rente rend ultra conservateur. Donc, oui, c'est un drôle de conservatisme en plus. C'est même pas un conservatisme traditionnaliste comme tel. Ah non, c'est uniquement le statu quo. C'est le statu quo pour le statu quo. Et ça peut être un statu quo gauchiste ou un statu quo de droite, peu importe. C'est le statu quo en tant que tel. C'est juste ne pas bouger, rester fixe. C'est tout. Il n'y a rien d'autre parce que tout changement est un risque pour la rente et un risque pour le système qui bénéficie aux boomers. Et de toute façon, ils seront morts dans 20 ans. Donc, tous les problèmes qui n'auront pas été résolus par cet immobilisme, ils ne seront pas touchés par ces problèmes. Ce seront les générations d'après qui vont se prendre tout en pleine gueule. C'est pareil pour la dette gigantesque. C'est-à-dire que jamais une génération qui n'était pas centrée sur elle-même et centrée sur le présent aurait accepté de mettre une telle dette gigantesque pour générer une très faible croissance. C'est-à-dire que plutôt que de résoudre les problèmes en interne de l'économie, de la sclérose par le socialisme, en particulier en Europe de l'Ouest et en France, ils se sont dit non, on va pas faire ça parce que ça c'est compliqué, c'est remettre en cause des acquis existants, etc. C'est peut-être détruire notre rente. Donc, on va lever de la dette comme des fous furieux et l'État va dépenser cette dette et va claquer des billets. Et avec ça, on va générer de la croissance et ça va payer nos retraites. Oui, sauf qu'à un moment donné, la dette, elle va être payée. Elle va être payée par qui? Pas par les boomers, par les suivants. Et s'il y avait que ça, genre, il n'y a pas que la dette, comment dire, il n'y a pas que la dette financière. Si avec la dette financière, encore à la rigueur, ça pourrait aller, mais aussi la dette démographique, avec cette immigration basse qualité qu'ils ont importée en masse et qu'il faut gérer. On en est à un point, pour ton information, citoyen, on en est à un point où pour célébrer la fête nationale, c'est-à-dire demain, le 14 juillet, l'État est obligé de mobiliser entre 130 000 et 145 000 policiers pour sécuriser le pays. C'est totalement et il y a un délirant. couvre-feu pour les transports en commun aussi, qui s'arrête, je sais plus, à 21h ou je sais pas quoi, pour pas que les banlieues se déversent dans les centres-villes et cassent des choses, quoi. C'est hallucinant. C'est complètement fou. Il y a alors dette financière, dette migratoire, il y a la dette écologique aussi. Alors bon, à la rigueur, celle-là, on peut excuser les boomers, il n'y avait pas trop de... C'était des enjeux qui n'étaient pas trop connus à l'époque, mais quand même. Et il y a aussi la dette, comment appellerait ça? La dette souveraine. C'est que les boomers, ils avaient aucune ambition au niveau de la génération. Ils en ont une seule et unique, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, donc, qui implique de sacrifier énormément de souveraineté. Et le problème, c'est que si ça avait été une Union européenne pour la grandeur, avoir une grande armée et tout, je veux bien, sauf que ça a été juste pour avoir une Europe ultra technocratique, du coup, qui, encore une fois, verrouille encore un peu plus le statu quo, pareil, qui coûte de l'argent. Bref, on s'en sort pas, quoi.
Là, est-ce que c'est un processus historique qui est un peu indépendant d'une génération particulière, mais qui est simplement le fait que chaque civilisation, à un certain point, s'essouffle progressivement? Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer ou est-ce que on se trouve seulement à constater que cette génération-là était, entre guillemets, le pinacle de la civilisation occidentale, puis à partir de Ouais, là, tout n'allait que tu sais, se dégénérer, mais que c'était comme écrit dans le ciel? oui, oui, c'est moi, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, j'ai un second article qui va être publié d'ici une à deux semaines sur Rage Culture, justement, à ce propos. Et l'idée, c'est vraiment de dire que les boomers ne sont qu'un rouage dans quelque chose qui est nécessaire dans l'histoire d'une civilisation. C'est-à-dire que vous avez d'abord un processus de civilisation qui a lieu avec une croissance économique, une concentration des populations dans les villes et une hausse du niveau de vie. Et puis, il advient un moment où, en fait, les villes, à force de concentrer les individus parce qu'elles ont besoin toujours de plus de bras, hein, que ce soit pour faire du travail manuel ou du travail intellectuel, et bien une fois que les campagnes sont vidées, les villes manquent de bras et aussi du fait de l'accroissement du niveau de vie et de l'augmentation de la densité, hein, puisque tout simplement en ville, les gens vivent les uns sur les autres, ce qui n'est pas le cas de la campagne. Vous avez nécessairement une transition démographique et les gens font moins d'enfants, hein. On a observé ça pendant l'Empire romain aussi, hein. Et c'est tout simplement la fin du baby boom en France, hein. C'est que les gens, à force de s'entasser dans des villes, dans des petites surfaces et d'avoir un niveau de vie de plus en plus supérieur, eh bien, ils investissent beaucoup dans un ou deux enfants plutôt que de faire cinq enfants et de se dire, bah, sur les cinq, il y en a bien un ou deux qui vont réussir, on n'a pas besoin de trop s'investir. C'est la stratégie des riches, on va dire. Et à cause de justement cette chute démographique et de ce manque de bras, bah, vous allez avoir des problèmes économiques qui vont s'en suivre puisque la machine s'essouffle. Mais en même temps, à cause de cette transition démographique, vous avez le poids des vieux qui augmente de plus en plus, et c'est le phénomène boomer, et qui vont avoir une préférence pour le présent pour résoudre tous les problèmes économiques dus au manque de bras et à à la chute démographique, vont trouver des rustines temporaires à mettre en place, mais ne fixeront pas du tout, ne résoudront absolument pas les problèmes de fond. Et petit à petit, c'est-à-dire que c'est vraiment le processus de civilisation lui-même, l'entassement dans les grandes villes jusqu'à ce que les gens ne fassent plus d'enfants, qui entraîne le processus de décivilisation, où là, vous avez une baisse démographique, une préférence pour le présent, où les politiciens ne font que des petites mesures à court terme, hein. Un autre exemple, c'est le nucléaire, hein. On a dit le nucléaire, c'est caca, on a arrêté. Et puis, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'en fait, c'était quand même pas si mal. Mais par contre, on a perdu les savoir-faire parce qu'entre-temps, on n'a pas formé de gens. Et du coup, on se retrouve comme des cons à devoir retrouver des savoirs qu'on a perdus. C'est-à-dire que quand même, on a réussi au 21e siècle à perdre des compétences techniques, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment hallucinant. Et ce qu'il faut comprendre dans ces processus de civilisation et de décivilisation, c'est que les boomers, c'est la génération charnière qui passe de la civilisation au déclin progressif et que petit à petit, et qu'en réalité, tout ça, c'est un processus anthropique, c'est-à-dire que c'est un peu obligatoire d'en passer par là. C'est mécanique, hein. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la vie ou les automates cellulaires, mais à partir de deux, trois règles très très simples, vous avez des structures autoréplicantes qui peuvent s'apparenter à des formes de vie. Eh bien, pour les civilisations, c'est exactement la même chose, sauf que les règles de base, bah, ce sont les règles de la psychologie humaine et des civilisations. Et nécessairement, en fait, la civilisation, elle peut soit grossir, soit rétrécir, mais en fait, elle peut pas vraiment s'auto-alimenter à un niveau stable. En fait, elle peut pas avoir un équilibre. Et finalement, les boomers, en fait, sont là c'est la génération de l'apogée, en fait. Et
ensuite, alors j'en parle aussi dans mon article, c'est la destruction du savoir, de l'école, de la transmission du savoir, etc. Ce qui fait que les générations post-boomers sont encore pires que les boomers. C'est-à-dire qu'ils réussissent à transmettre aux générations futures leur préférence pour le présent toujours plus grande. Et du coup, les générations futures sont encore plus égoïstes et prennent encore plus de mauvaises décisions, etc. Et c'est là qu'on a le processus de décivilisation qui s'enclenche. Mais en réalité, et je le montrerai dans l'Empire romain, mais c'est quelque part un peu inéluctable. La seule chose qu'on peut faire, c'est atténuer ce processus pour qu'il ne soit pas absolument terrible. Mais en réalité, les boomers ne sont qu'un rouage nécessaire. Et alors, on peut peut-être dire que ils sont, pour certains trucs, ils sont vraiment allés à un niveau hallucinant et que c'est vraiment des ordures pour cela. Mais je pense que c'est vraiment un processus mental collectif et qu'il est vraiment très dur d'aller à son encontre et que c'est pas quelques individus qui s'en rendent compte et qui se disent le socialisme c'est de la merde, le système de retraite c'est de la merde, mais en réalité c'est pas possible de le remettre en cause avant qu'il ne pète puisque une majorité de gens en bénéficient. Donc à partir du moment où les masses de gens qui bénéficient du système actuel sont trop grandes, trop grosses, le système, il peut caler jusqu'au bout de sa logique et s'effondrer, mais il peut pas revenir en arrière. Il y a un effet cliquet, en fait. Plus le système pourri grossit, plus le nombre de gens qui en dépendent augmente, et plus il est difficile de revenir en arrière, parce que les gens qui touchent des retraites, il faut qu'ils vivent aussi. Et les gens qui bénéficient du socialisme, ils sont dépendants de l'État, donc vous pouvez pas leur enlever c'est très difficile de leur enlever la nourriture de la bouche, des mains, c'est pas possible. C'est très, ça rejoint assez l'analyse dans le fond du cycle de vie des civilisations de Spengler qui est très discuté ces temps-ci sur le Twitter, disons, de droite américain. Là, on dirait que tout le monde lit Spengler, Ernst Jünger et Heidegger. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est ce qui est vraiment discuté. Puis, dans beaucoup de space auxquels j'ai simplement cité comme simplement écouté, on parlait de l'importance de se doter de connaissances techniques, physiques pour assurer dans sa propre survie, la survie de sa famille. C'est très américain, là, c'est très prepper comme attitude. C'est peut-être un peu excessif, sauf que je pense qu'il y a une certaine vérité là, dans ce que tu es en train de décrire, du fait que les civilisations ont peut-être un cycle de vie, on a peut-être déjà été à l'apogée du cycle de vie de cette itération de la civilisation occidentale. Puis quelque chose de nouveau va éventuellement apparaître, mais on n'est pas encore prêt de le voir. Si je peux réagir, alors je suis assez surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit Jean qui défonce les boomers et là je trouve qu'il les a plutôt défendus et ben donc je vais prendre je vais prendre le manteau et je vais taper un peu sur les boomers pour un petit peu voilà contrebalancer ce que tu as dit, Jean. Euh, je suis d'accord avec toi que globalement, oui, il y a un engrenage mécanique que tu as plutôt bien décrit qui amène les sociétés dans le caniveau. Mais tout de même, cette génération boomer a fait des choix qui n'étaient pas obligatoires, qui n'étaient pas inéductables, et j'en veux pour preuve des sociétés qui sont des contre-exemples à ce niveau-là. C'est notamment la société japonaise. La dette financière au Japon, elle est énorme. Voilà, c'est comme pour nous. Là-dessus, c'est pareil, on est d'accord. Cependant, les boomers japonais, eux, n'ont pas creusé la dette démographique avec des politiques migratoires complètement débiles. Ils ne l'ont pas fait. Ce choix-là, qui nous prive de 14 juillet demain, n'était pas obligatoire par les boomers. Ce sont nos boomers à nous, en Occident, qui ont fait ce choix-là et qui n'était pas obligatoire. J'insiste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un trou de mémoire, désolé. Mais ah oui, aussi,
en parlant des civilisations qui s'effondrent mécaniquement, il y a quand même un contre-argument aussi à ça, c'est qu'il y a il y a une civilisation en tout cas qui ne s'est jamais éteinte et qui existe depuis la nuit des temps, c'est la civilisation chinoise. Donc les modèles de Spengler, tout ça, je suis quand même un petit peu, je les comprends globalement. Je pense que tendanciellement c'est plutôt vrai, mais c'est pas des fatalités non plus en fait. Il y a des choix qui ont été faits et on peut vraiment blâmer les boomers pour ces choix-là. Voilà. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, sur l'immigration. Hein. C'est un choix qui est absolument tout bonnement hallucinant. Et en fait, quand on regarde les cas précédents de chute des civilisations, l'immigration hein, est un facteur qui, à chaque fois, intervient au moment de la chute des civilisations. Hein. Que ce soit Rome, mais toutes les autres, hein, l'Empire mycénien ou même la Chine, hein, parce que la Chine, en réalité, elle s'est effondrée puis s'est reconstruite sur elle-même à de nombreuses reprises, et donc je pense qu'il y a quand même il y a quand même des cycles d'effondrement et d'expansion, mine de rien. Mais oui, c'est la première fois que une génération fait venir des gens qui n'ont rien à voir avec les Européens pour un calcul économique qui est de dire on a un système de retraite par répartition. Or, nous n'avons pas fait assez d'enfants, donc on va faire venir des Africains pour combler le trou démographique. Et Le attends, problème, juste un tout dernier mot, excuse-moi, ça me revient à ce que je voulais dire. Du coup, les Japonais ont fait le choix de ne pas faire ce choix démographique débile, d'importer des gens qui n'étaient pas de leur espace et qui du coup ne s'intègrent pas et qui ça dégénère. Eux, ils ont fait un double choix. Ils ont fait le choix qu'il faut vraiment leur rendre hommage, c'est de travailler très longtemps. Il y a beaucoup de vieux Japonais qui travaillent jusqu'à 70 ans, 75 ans. Eux, ils ont assumé leur rôle. Eux, ils ont quand même gardé cette projection dans le futur. Ils n'étaient pas autant centrés sur le présent que nos boomers à nous. Cet exemple-là en est la preuve. Et ils ont fait un autre choix qui, là, nos boomers auraient, même de manière purement égoïste, auraient pu faire ce choix-là aussi, et ils ne l'ont pas fait, donc ils sont doublement coupables, c'est la robotisation. Ils ne l'ont pas fait, c'est débile, ils ont plutôt choisi la désindustrialisation. À croire, vraiment, on voudrait les défendre, on aurait vraiment du mal, ils ont vraiment choisi les pires choix systématiquement. oui, oui, et puis surtout que sur l'immigration, le calcul économique, en fait, ce que je voulais dire, c'est il est mauvais. C'est-à-dire que si vous voulez de l'immigration et que ça fonctionne et que ça crée de la croissance économique et du dynamisme, ben en fait, la seule façon de faire, c'est de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire que vous sélectionnez que les mecs qui ont un master et vous prenez que les mecs à plus de 120 QI. Et à partir de là, ah bah oui, ça marche. Vous pouvez prendre des gens du monde entier à partir du moment où vous prenez les meilleurs des meilleurs. Bah oui, ça fonctionne. Alors après, il y a la question culturelle, etc. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? C'est une autre question. Mais en tout cas, d'un point de vue économique, ça fonctionne. Mais c'est pas du tout ce qu'a fait l'Europe et c'est pas du tout ce qu'ont fait les boomers européens. Les boomers européens, ils ont juste dit, on ouvre les frontières, on prend n'importe qui et ça va combler notre déficit démographique et ça va payer nos retraites. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites venir n'importe qui, bah, généralement des gens qui, pour une grande partie, sont analphabètes, ne parlent pas la langue, n'ont pas les références culturelles, etc., etc., et ben ces gens, une énorme partie vit des aides sociales ou ont des boulots à très faible valeur ajoutée, et donc dans un État socialiste, ils pèsent sur le système en fait. C'est-à-dire qu'ils accélèrent la destruction du système socialiste au lieu de le sauver, ce qui était le but des boomers. Donc en plus, les boomers d'avoir fait enfin, le choix de l'immigration et et tous les problèmes que ça culturels, de criminalité, etc., que ça engendre, le calcul économique est mauvais. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, citoyen, sur Spengler, je te conseille de lire et de voir les vidéos de Philippe Fabry, qui est sur Twitter et sur YouTube, et qui est dans la même veine que Spengler,
mais je pense que ces modèles à lui sont beaucoup plus aboutis, euh, et, euh, et il fait des vidéos YouTube pour expliquer ses modèles, également sur Twitter. Et en plus, il prend le pari de faire des prédictions justement sur les civilisations. Donc il met en jeu ses modèles. Donc c'est assez marrant et intéressant. Et clairement, tout ce que je dis sur les boomers et sur le fait qu'en fait, ça s'inscrit dans un cycle civilisationnel nécessaire, et qui arrivera quoi qu'il arrive. La seule chose qu'on peut gérer, c'est l'amplitude de ce cycle, c'est-à-dire que est-ce que le creux de la vague, il peut être très très profond ou un peu moins profond. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait qu'il faut se doter des technologies et en fait de préparer justement ce creux de la vague pour qu'elle soit la moins profonde possible. Et c'est aussi un peu ce qu'il y a dans le roman Fondation d'Asimov, qui est que un type prédit l'effondrement de la civilisation, et donc il fait tout ce qui est en son poids euh, pour conserver tous les savoirs de l'humanité, pour que au moment de l'effondrement, en fait, on puisse repartir très vite dans la civilisation, et que les âges sombres ne durent pas très longtemps. Oui, heureusement, on a Internet aujourd'hui pour ça. Puis je vais regarder ce que Fabry produit. J'ai un concitoyen québécois qui tient vraiment à ce que je vous dise, qu'il y a effectivement une classe de travailleurs qui est ultra protégée dans ses pensions, c'est les travailleurs publics. Il a tout à fait raison. Donc, je vais juste dire ça, hein, pour pas que vous fassiez Oui, mais une mauvaise ils font partie du système rentier, hein, tout Socialiste. simplement, hein. Oui, tout à fait. Le rentier, c'est celui qui a pas de risque, en fait. C'est celui qui a un revenu sans risque. Alors, je sais pas comment c'est au Canada, mais en France, par exemple, quand tu es fonctionnaire, que tu travailles pour l'État, tu peux pas être viré. Tu as un salaire à vie. Donc, en fait, ça s'apparente tout simplement à de la rente. Et le seul risque que tu as, c'est que le système politique et économique change, et que tes privilèges, tu les perds, en fait. Du coup, bah, de la même manière que les boomers qui touchent une rente, qui est la retraite par répartition, tu deviens ultra conservateur, et tu ne veux que surtout rien ne change. Ouais. Puis là, est-ce que je vais utiliser comme une nomenclature un peu nord-américaine parce que je sais que vous n'utilisez pas le mot libéral avec le même sens, là. Mais juste pour revenir un peu au propos que je tenais un peu plus tôt, tu sais, on pourrait dire que les boomers, il y a beaucoup des boomers qui sont simplement des non-player characters, qui sont là, puis ils font juste un peu suivre le rôle qui leur a été attribué par, disons, l'histoire, puis le rôle qu'ils ont reçu essentiellement, c'est d'être des acteurs atomisés. Dans le libéralisme, la façon dont on le décrit en Amérique du Nord comme étant cette force de vouloir refuser tout lien, toute obligation qui n'a pas été choisie volontairement, contractuellement. Ce libéralisme-là fait en sorte qu'évidemment, les gens vont devenir beaucoup plus égoïstes, vont moins avoir tendance à considérer les conséquences au long terme de leurs décisions. La société devient plus un pacte entre les morts, les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés. Tu sais, tout ça, en fait, on peut même, comme origine, on peut remonter vraiment à loin dans l'histoire. On peut remonter aux origines du libéralisme, ce qui fait capoter certains Américains comme BAP qui disent qu'on ne devrait jamais critiquer John Locke, que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui ont absolument rien à voir avec la refonte du droit naturel moderne, parce que je suis en train de travailler sur une série d'épisodes sur Léo Strauss, puis le droit naturel tel qu'il était compris par les anciens, puis maintenant par les modernes comme Thomas Hobbes et John Locke. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un certain Strauss et certains autres, disons, penseurs plus traditionnalistes ont un point dans le sens que si on pousse l'atomisation à l'extrême, on va arriver vraiment avec des gens qui vont effectivement agir en fonction des incitatifs qui leur sont donnés, mais ce qui va avoir comme conséquence, ils vont prendre des mauvaises décisions pour la civilisation. Ils vont pas prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes, mais ils agissent simplement en fonction de la structure incitative qui est autour d'eux, puis qui se joue d'eux un peu comme une balle dans un jeu de ping-pong, dans un jeu de pinball.
Si je peux me permettre de répondre très rapidement, j'entends tout ce que tu dis, hein, curiosité classique. Théoriquement, je pourrais te suivre tout à fait sans aucun problème, sauf que je constate quand même que la France n'est pas un pays n'est pas un pays libéral, et c'est un pays socialiste. C'est un pays socialiste, c'est un pays où 48,4% du PIB est capté par l'État. Tu vois, on est à 1,6 points d'être mathématiquement communiste. Et tous ces problèmes-là existent quand même, alors qu'on est une société socialiste. Alors après, le mot le plus exact serait peut-être néolibéral socialiste, mais tu vois que ces enjeux existent quand même chez nous. Donc, ce serait, je trouve, quelque part un petit peu charger la barque du libéralisme que de croire que ces problèmes viennent uniquement de lui. Quand tu constates qu'en France, la France socialiste a ce genre de problème, je me dis que la source est certainement ailleurs, certainement plus, voilà, dans cet essoufflement de la civilisation. Et moi, je dirais même l'inverse. Moi, je dirais que cette atomisation, elle est justement permise par le socialisme en réalité. Et c'est parce que l'État ne fait que grossir, et c'est aussi le cas aux États-Unis, même si c'est à une échelle, et au Canada, même si c'est à une échelle bien inférieure à la France, mais le poids de l'État aussi ne cesse de grossir. Et c'est justement parce que désormais les gens ne sont plus dépendants des liens naturels qu'ils ont avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs voisins, grâce au socialisme, puisque c'est l'État en fait qui va les aider dès qu'ils ont un problème, les gens se tournent vers l'État et l'État leur donne des aides, l'État leur donne un travail, l'État leur donne une retraite, et donc les solidarités naturelles n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que quand vous êtes vieux, vous ne vous attendez pas à ce que vos enfants vous aident, puisque l'État va vous verser une pension de toute manière. Donc les enfants s'en foutent de vous aider, vous vous en foutez de les aider, et ça va être pareil entre des parents et des enfants, ça va être pareil entre un homme, entre une femme et son mari, puisque s'ils divorcent, l'État va forcer à reverser des pensions alimentaires, etc. Et donc en réalité, toute la société est organisée par l'État de façon à ce que les gens puissent s'en sortir entre guillemets tout seuls, mais pas tout seuls, puisque c'est l'État qui les tient par la main. Et donc toutes les solidarités communautaires naturelles, en fait, n'ont plus, les gens n'en ont tout simplement plus la nécessité grâce à l'État socialiste. Et je pense que c'est ça qui crée l'atomisation et pas le libéralisme, au contraire, parce que dans le libéralisme, l'État ne vous aide pas du tout. Donc, mine de rien, vous êtes obligé de vous associer avec d'autres individus pour vous en sortir. Si vous ne vous entendez pas bien avec vos voisins, si vous n'avez pas une communauté d'amis et une famille forte, dans le libéralisme, le premier jour où il vous arrive une merde, eh ben vous êtes vraiment dans la merde si vous êtes tout seul. Donc vous êtes obligé d'avoir des liens avec les autres. Alors que dans un système socialiste, si vous avez une merde, ben c'est pas grave. Tout est entre guillemets gratuit. L'État vous aide. Donc vous pouvez être un atome. Non, mais c'était super intéressant d'avoir une discussion avec des Européens parce qu'effectivement, c'est pas. On voit pas je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. En Amérique du Nord, on n'a pas tendance à analyser la situation, disons, du même point de vue, mais je comprends ce que vous voulez dire. Parce que même dans un pays libéral, les liens entre les individus et entre les familles, même les liens intra-familles sont progressivement détruits par l'État. Même dans un État libéral, l'État cherche à s'accaparer l'ensemble des pouvoirs et des responsabilités. C'est peut-être une dynamique qui est simplement propre à l'État comme animal, comme Oui, je suis mécanisme d'accord. étatique. Ouais, parce qu'on voit la même chose, même aux États-Unis, là, je suis présentement aux États-Unis, on voit la même chose. On voit la même chose. Puis tout le monde s'en plaint. L'État est un prédateur, hein. Il faut jamais l'oublier. L'État ne veut pas du bien. Les gens, j'imagine que les gens qui écoutent le savent, mais ouais, l'État n'est pas votre ami. Il veut que vous soyez domestiqués, atomisés, que ce soit via le libéralisme ou via le socialisme. C'est clair. Et juste pour citoyen, ce que tu disais, ça me rappelle une anecdote. Alors, je suis désolé, ça va être un peu bancal, mais c'était un grand universitaire américain. Il parlait d'économie et il citait beaucoup d'auteurs français. Et il y avait un étudiant qui lui avait demandé, mais
pourquoi diable les Français ont autant de penseurs libéraux de génie comme Bastia et d'autres, et alors qu'ils sont des socialistes patentés. Et le professeur a dit, il faut avoir connu l'enfer pour avoir une bonne idée du paradis, en fait. Oui, oui, je comprends. Non, non, oui. Effectivement. En fait, puis c'est drôle parce que tout ça, ça donne un peu raison à certains penseurs qui essayent de s'extraire de l'espèce de sainte trinité des idéologies du 20e siècle qui sont le fascisme, le socialisme ou le communisme et le libéralisme. Donc, comme Alexandre Dugin, qui est l'espèce de philosophe slash activiste politique russe, très controversé, dit qu'essentiellement, ces trois philosophies-là roulent sur le même système d'opération, de manifestations différentes de la même pensée à la base. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec lui, mais bon, il y a un certain effort, du moins à l'extérieur de ce qu'on considère comme l'Occident traditionnel, comme en Russie, peut-être pas toujours considéré comme faisant partie du monde occidental, de créer quelque chose de nouveau, de séparé, pour s'extraire progressivement des apories et des contradictions qui apparaissent avec la fin ou l'essoufflement de ce système-là. Parce que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou le Canada, malgré les différences, des petites distinctions, des petites particularités, on a pas mal les mêmes problèmes. On a un écrasement démographique, on a un problème d'augmentation de la productivité. La productivité augmente tout simplement pas au même rythme qu'elle augmentait après la fin de la guerre, puis on n'a aucune évidence qu'elle va recommencer à augmenter. Le système de monnaie fiat, essentiellement qui est de la génération de la dette, est basé sur une augmentation progressive de l'économie, un accroissement économique qui n'aura tout simplement pas lieu à moins qu'on commence à exploiter, je sais pas, le fond de la mer ou des astéroïdes, parce qu'on a comme exploité pas mal tout ce qu'il y a exploité pour l'instant en termes de ressources naturelles. Fait que, je sais pas, c'est peut-être effectivement un système d'opération de base qui arrive à sa fin, puis maintenant il va falloir découvrir quelque chose de nouveau, développer quelque chose de nouveau. La France contrôle pas sa base monétaire. Le Québec non plus. On contrôle pas notre base monétaire. On n'a pas l'opportunité ou la chance de faire une hyperinflation contrôlée pour diminuer essentiellement le fardeau fiscal associé à la dette qu'on a encourue et aux promesses, mettons, pour les pensionnaires. Est-ce que la France a assez d'influence sur la Banque centrale européenne pour contempler cette possibilité? Puis, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être même souhaitable pour les gens qui sont plus jeunes, qui ont, disons, entre 30 et 40 ans aujourd'hui? Bah, c'est très drôle ce que tu dis parce que en réalité, faire de enfin la dette se paye d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit elle est repayée de façon traditionnelle en repayant les intérêts et le capital et en faisant du coup de l'excédent budgétaire. Hein. C'est ce que font certains pays comme la Suisse ou l'Allemagne. Ou alors, en effet, elle se paye L'inflation. via l'impression monétaire, et c'est l'inflation qui vient bouffer le stock de dette. Mais ça, c'est payé par quelqu'un. L'inflation, c'est payé par qui? C'est payé par les boomers. Non, mais c'est payé par les boomers parce que qui détient les dettes de l'État? Bah, ce sont les boomers. Non, mais après, c'est payé par tout le monde, genre. Il y a comment dire, le smicard, l'inflation, il la sent bien aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais si tu fais vraiment une espèce d'hyperinflation ou pour vraiment bouffer tout ton stock de dette, à la fin du compte, tes salaires finissent par être indexés. Et oui, ça fait mal à certaines personnes de manière momentanée, mais pour les travailleurs, leur salaire sera indexé et c'est pas eux qui vont perdre le plus. Ceux qui vont perdre le plus, s'il y a beaucoup d'inflation, ça va être les rentiers. Et donc ça, c'est pas possible. Hein. Et c'est pour ça que l'Allemagne freine des cas de fer. C'est que, mine de rien, s'il y a de l'inflation, ce sont ces boomers à elles qui vont payer l'addition. Et ils n'ont pas envie de payer l'addition, tout simplement. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que si la France avait, alors je sais pas pour le Québec, mais si la France avait la main sur sa monnaie, je ne pense pas que ce soit une si bonne chose que cela, parce que il faut pas penser, les politiciens français sont d'une connerie abyssale
et ils seraient capables de foutre l'économie dans le mur en imprimant beaucoup trop de monnaie et faire comme la Turquie où tu te retrouves avec 100% d'inflation et bon bah là en fait là tu détruis toute l'économie de ton pays. Et mine de rien en fait moi je serais plutôt du parti de dire que les Allemands, les Néerlandais et les Nordiques pardon, les Nordiques qui sont pas dans l'euro mais Pays-Bas plus Allemagne plus Autriche en fait qui freinent contre l'inflation. Finalement, c'est ceux qui ont raison, puisque si on laissait les pays du Sud, dont l'Europe maintenant fait partie, les pays du Sud de l'Europe, être libres monétairement, en réalité, ils continueraient à faire du court-termisme et ils feraient n'importe quoi, quitte à se foutre dans le mur encore plus. Tu vois, c'est triste à dire, hein, mais en fait, le manque de souveraineté de la France et des autres pays d'Europe du Sud, tellement le système politique est vérolé que finalement, s'ils n'ont pas la main, c'est peut-être pas plus mal. Pour compléter ce que tu dis, Jean, je suis bien d'accord avec toi. Je préfère que l'économie française, la politique budgétaire française soit gérée par un bon gros Allemand ou un Hollandais que Bruno Le Maire. Ça c'est évident. Et après, juste pour compléter, enfin, je suis désolé d'être un petit peu en contradiction avec ce que tu disais, mais pas totalement. C'est que c'est même pas tellement, et pour te dire à quel point les Allemands sont réglo et sont sérieux, c'est que les boomers allemands, en vérité, ils ont pas tellement de capital. Ceux qui ont le plus de capital, c'est les boomers français. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, hein, excusez-moi, je connais pas tout par cœur, mais je crois que, que par exemple, le taux de propriétaires en France par rapport au taux de propriétaires en Allemagne, mais c'est la différence est abyssale. En vérité, c'est plutôt les Français qui ont beaucoup de patrimoine et de capital. Mais moi, je suis persuadé, comme tu disais, Jean, que malgré tout ça, ils feraient quand même n'importe quoi d'un point de vue économique. Et les Allemands, qui n'ont même pas tant de boomers capiteux, avec des capitaux, qui en ont même pas tant que ça, je suis persuadé qui géreraient correctement les choses, quoi. Ouais, puis juste pour référence, pour les auditeurs, là, dans le fond, je lisais récemment un livre sur la République de Weimar, mais quand il y a eu une période d'hyperinflation dans la République allemande de Weimar après la Première Guerre mondiale, puis qui ont été obligés de repartir à zéro leur monnaie. Essentiellement, les gens qui détenaient de l'immobilier ont perdu 25% de la valeur de leur capital. Les gens qui détenaient des actions de compagnies ont perdu 50% de leur capital. Et les gens qui détenaient des obligations du gouvernement ont perdu 100% de leur capital. Donc là, oui, la pension représente une forme d'obligation de la part du gouvernement, même si c'est pas des obligations comme on l'entend habituellement, mais c'est une promesse de paiement de la part du gouvernement. Effectivement, de créer de l'inflation pour se départir de ces obligations passées est extrêmement dangereux pour l'économie en général. Mais c'est une des seules façons de se sortir vraiment d'un merdier hyper profond s'il n'y a pas d'autre option. C'est évidemment pas ce que je préconise si c'est possible de faire autre chose. Mais C'est ce qu'a fait la Russie à la sortie de l'URSS, hein, c'est-à-dire que tu as eu de l'hyperinflation et pour s'en sortir, ils n'ont pas indexé les retraites sur l'inflation. Ce qui fait que les retraites ont été divisées par un multiple absolument gigantesque. Et c'est comme ça qu'ils ont pu repartir. Mais alors là, ils ont complètement baisé les retraités de l'Union soviétique. Hein. Oui, c'est très. Est-ce que les retraites sont indexées sur l'inflation en France? Je sais plus, Jean. Évidemment qu'elles le sont. Dès que l'inflation a pointé le bout de son nez après le Covid et l'impression monétaire massive qui a suivi, le premier truc qu'a fait le gouvernement Macron, c'est d'indexer les retraites sur l'inflation. C'est pas les petites retraites? Il faudrait voir exactement dans le détail, mais il me semblait qu'ils avaient indexé. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les retraites, mais en tout cas, une bonne partie, ils les ont indexées, mais c'était même pas un point de discussion. Alors que, encore une fois, cette inflation aurait pu être super bénéfique pour l'État et résorber le déficit en disant on va pas indexer les retraites, mais évidemment, puisqu'il y avait les élections, on a indexé les retraites, voilà. OK, ben écoutez, ça a été super intéressant, les gars. Merci de ça. J'espère que vous avez apprécié, dans le fond. De mon côté, c'est la première expérience à faire, à jouer l'intervieweur, là.
Puis j'espère qu'on va pouvoir faire ça plus souvent avec les articles d'orage parce que ça nous permet de toucher à des articles un peu, tu sais, à des sujets un peu connexes sur un ou deux articles en particulier. Je voulais juste vous laisser, dans le fond, le dernier mot, puis après ça, on va On peut-être laisse pas ouvrir les aussi. questions? Ouais, c'est ça, exact. On va juste voir Ok. s'il y a des gens qui écoutent, qui avaient des questions en particulier, juste envoyez-les dans le chat. Puis, si vous voulez, je vais juste vous donner un lien pour que vous puissiez vous exprimer directement. Puis, s'il n'y a pas de questions, je vais donner le mot de la fin à Lino et à Jean. Juste attendre un instant ici. Sinon, ils peuvent peut-être, vu que c'est ton premier, ils peuvent peut-être lever les mains, tu sais, et tu peux peut-être leur donner leur ouvrir le micro. Ils font ça souvent Absolument. Fait que si vous voulez dans les lever la spaces. main, envoyez-moi un message. On dirait pas qu'il y a de, Faites un signe. on dirait pas qu'il y a de questions. Mais c'est correct. Donc, écoutez, je vous laisse le. Ah, attends, y a-dessus? Non. Quentin, non. Je te laisse Lino, si tu veux y aller. Si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter avant la fin de l'entrevue. Alors, que dire? Bah, encore une fois, je pense qu'effectivement, on est dans un cycle de civilisation qui est pas très positif pour l'avenir et que les boomers en sont la manifestation principale et que justement les retraites sont la clé de voûte du système boomer qui permet à tout ça de se maintenir et faut pas avoir de scrupules. Eux, ils se sont battus pour leur intérêt. Nous, c'est à nous de nous battre pour le nôtre. Donc, protégez vos parents, bien sûr, vos grands-parents, mais ne vous laissez pas faire. Il faut pas se laisser faire. Ils se sont battus pour leur intérêt. À nous de se battre pour le nôtre, pour celui de notre génération, de pas cotiser comme des débiles pour rien, pour tout perdre au final. Bah, le meilleur moyen, selon moi, c'est de défendre, actuellement, hein, le meilleur moyen, c'est de défendre le libéralisme, des idées libérales, essayer de faire progresser les idées libérales autant que faire se peut, pour justement essayer de casser ce système socialiste qui nous tue, qui est le fruit de cette gérontocratie insupportable qui ne veut faire aucune vague, qui ne supporte aucun risque. Nous, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Je veux pas ça pour mon pays. Je veux que mon pays vive et qu'il s'en sorte et qu'il puisse rebondir le plus rapidement possible. Et donc, je le sais et je sais que ça passera justement par une libéralisation énorme du système. C'est ce que dit aussi Philippe Fabry, que citait Jean précédemment. Nous, ce qu'on peut faire, voilà, c'est de propager au maximum ces idées libérales, tout en sachant qu'on ne pourra pas changer le système. On peut jouer que dans les marges, les marges que notre temps nous donne. Mais c'est la bonne voie à suivre. Et essayer vraiment d'informer les jeunes sur les dangers et le problème que pose ce système de retraite. Franchement, je pense que si on fait sauter le système de retraite, le plus rapidement possible, tu as tout le système boomer qui va décrocher naturellement. Et je pense que dans les prochaines années, ça va être le kairos, ça va être le moment. Parce que les boomers vont être de plus en plus vieux. Il y en a de plus en plus qui vont décéder mécaniquement. Et donc, la marge démocratique va se libérer mécaniquement. Et il faudra pousser dans cette direction. Et voilà, l'avenir est à nous et il faut s'en saisir. Voilà, je voulais une note positive à la fin, après ce long space comment dire, à constater les dégâts des boomers. Moi, je vais être un poil plus pessimiste, malheureusement. Euh, Moi, je pense que les masses démographiques font tout et que pour l'instant, en fait, le système boomer dont on a discuté longuement aujourd'hui, en fait, il va arriver jusqu'au bout de sa logique et que tant que les boomers seront pas morts, c'est-à-dire dans 20 ans, le système ne peut pas changer et que malheureusement, il y a une bonne chance que toutes les merdes qui nous auront laissées
vont nous claquer au nez, en fait, en même temps que les boomers vont disparaître. C'est-à-dire ils vont nous mettre un bon doigt d'honneur à leur mort et on va devoir gérer tous les problèmes qu'ils ont refusé de résoudre et sur lesquels ils n'ont mis que des rustines temporaires. Et donc, bien sûr, hein, comme l'a dit Lino, c'est très important d'informer de tout ça. Mais malheureusement, les boomers ont enclenché, selon moi, le cycle de la décivilisation. Et malheureusement, ça ne va aller qu'en s'empirant. Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est que quand on regarde les précédentes civilisations qui ont décliné, en réalité, au sein même des civilisations, la vitesse de déclin peut être très différente d'une région à l'autre. Et même pendant les phases de déclin de l'Empire romain, par exemple, vous avez toujours l'Empire byzantin, l'Est de l'Empire, qui pète la forme et qui continue d'être la région la plus riche du monde pendant encore des siècles et des siècles, alors que l'Empire romain d'Occident s'est complètement effondré et que c'est la merde partout. Donc pour moi, le but du jeu, c'est d'essayer d'identifier où sont les zones les plus libérales de l'Occident. Et j'ai quelque chose à vous dire, cassez-vous là-bas, parce que vous n'aurez pas à payer des impôts faramineux pour les boomers, et même avec un boulot, un petit boulot, pas forcément, qui requiert pas forcément énormément d'études, etc. Votre niveau de vie sera infiniment supérieur puisque l'État va pas vous voler votre argent pour le donner aux boomers, hein. Euh, Moi, je peux prendre un exemple. Moi, je suis parti en Suisse, mais vous pouvez partir aux États-Unis. Vous pouvez partir en Asie aussi si la culture vous plaît. Mais si vous êtes jeune, n'allez pas vous enfermer dans un pays où en fait tout est joué d'avance et où il est quasiment impossible de réussir parce que vous avez une chape de plomb boomer en fait qui vous écrase dès que vous êtes né. Et que du coup tout est infiniment plus difficile alors que vous pouvez aller dans des pays où cette chape de plomb n'existe pas ou très peu et que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir une vie une bonne vie sans avoir les boomers qui vous vampirisent tout votre argent et toute votre énergie vitale. Donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des gens qui sont relativement jeunes qui nous écoutent, là. Lino et Jean vous ont donné des conseils extrêmement importants. Considérez ce qu'ils viennent de dire parce qu'on a encore la chance de vivre un moment où les frontières au sein de l'Occident demeurent relativement ouvertes pour les Occidentaux. Je ne veux pas insinuer que vous devez abandonner votre pays natal, mais néanmoins, c'est important de considérer que vous êtes tant porteur du flambeau de votre pays natal que de l'Occident en général, de cette façon de vivre, de ce mode de vie, de cette histoire, de cette culture plurimillénaire. Donc, sentez-vous pas mal si vous devez déménager dans un autre pays occidental pour vivre bien. Ce que je vais particulièrement retenir de cette conversation, c'est d'essayer de ne pas répéter les erreurs de nos pères ayant fait l'erreur de prioriser le présent plutôt que le futur. C'est-à-dire qu'on est tous engagés dans une discussion, dans une interaction multigénérationnelle. Puis, il faut pas escompter la valeur du futur tant que ça. Évidemment, ça veut pas dire de vivre comme un pingre puis de rien dépenser aujourd'hui, mais ça veut juste dire de considérer quelles vont être les conséquences de mes décisions à court terme pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai l'impression que peut-être les trois qui ont parlé aujourd'hui ont des enfants, là, juste par l'attitude générale, mais même si vous n'avez pas d'enfants, faut quand même considérer ça parce qu'éventuellement, vous allez en avoir. Puis, veut pas, on vous a légué un certain héritage. Peut-être que la génération qui vient de vous le léguer n'a pas été à la hauteur des attentes, à la hauteur de ses obligations, mais il y a quand même plusieurs générations qui les ont précédées, qui ont fait un travail absolument incroyable, qui ont souffert des privations pour que vous ayez le mode de vie que vous avez maintenant. Fait qu'il faut pas abandonner simplement parce qu'une génération a été trop égoïste.
Puis, en allant de l'avant comme ça, même si on est peut-être appelé à un déclin inéluctable, on va adoucir la chute, disons, l'atterrissage va être un peu moins rude, puis tout le monde va mieux s'en porter. Fait que, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée pour ceux qui sont en Europe, une bonne fin de journée pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Puis, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des messages directs, que ce soit à Jean, à Lino ou à Ouais. moi. Bonne soirée. Et attends, un ultime mot, citoyen. Merci, Oui. merci à toi d'avoir organisé ce space. C'est vraiment très sympa d'avoir organisé ça. J'espère qu'il y en aura d'autres de Rage Culture et ça a été un plaisir pour moi de parler avec vous. Je crois qu'on n'avait encore jamais discuté ensemble et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Pareillement. Moi de même. OK, boys. Salut. Allez, ciao les gars, à Au bientôt. revoir. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.